Dimitri Pavlenko. Dimanche prochain, enfin dimanche qui vient, pardon, aux urnes citoyens, premier tour des élections législatives en métropole. Alors on a déjà voté ce week-end à l'étranger. Ça sent pas trop mauvais pour la NUPES. La sensation politique du mois écoulé, ces candidats à la NUPES sont donc qualifiés pour le second tour dans 10 circonscriptions sur 11. Ils arrivent même en tête dans 2 d'entre elles. Tous les duels vont se jouer contre des candidats La République En Marche. Alors Jean-Luc Mélenchon, chef de file de l'Alliance des gauches, va présenter aujourd'hui son programme économique. Objectif pour lui, se montrer le plus crédible possible, imposer un peu plus encore son coup de com'. Vous savez, l'envoyer à Matignon, ce à quoi Emmanuel Macron n'a pas l'air tout à fait disposé. Voilà, le décor est planté pour notre conversation avec aujourd'hui Bruno Jeudi de Paris Match. Bonjour Bruno. Bonjour Dimitri. Qui revient de Londres et après, il a fait le jubilé de la reine tout le week-end. Et Frédéric Dabi, le directeur général opinion de l'IFOP. Bonjour Frédéric. Frédéric, tiens, je commence avec vous. Je ne reviens pas de Londres. Vous ne revenez pas de Londres, ouais, bon, dommage pour vous. Ça y est, le bras de fer est installé, on peut le dire, entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à travers ces 577 élections qui vont avoir lieu dimanche. Est-ce que la dynamique aujourd'hui est à gauche, à 5 jours du premier tour ? On peut le dire. C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon a réussi à imposer un récit. Lui, l'homme battu d'élection présidentielle, a réussi cette alliance complètement improbable, derrière laquelle la gauche courait depuis des années. Il a imposé un récit qui est la gauche unie peut-être l'emporter. Et c'est vrai que quand vous parliez, Dimitri, des Français de l'étranger, des terres qui ne sont absolument pas de gauche, on a une présence dans 10 circonscriptions sur 11 au second tour. Et c'est vrai qu'il installe un match. C'est pas le match Le Pen-Macron, c'est une sorte de match retour Mélenchon-Macron. Et avec cette configuration, avec l'abstention forte, avec une gauche unie, il n'y a finalement pas autant de dissidents qu'on aurait pu imaginer. La gauche a de fortes chances d'être présente au second tour dans énormément, on parle peut-être de 450 à 500 circonscriptions. Il manquera peut-être des réserves de voix, mais chaque tour après l'autre. Alors, mais justement, est-ce que vous pensez, vous Bruno, qu'on peut extrapoler sur les résultats de l'étranger, sur la métropole ? Frédéric vient de dire très faible participation. Je donne quand même entre 12% et 29%, non pas d'abstention, mais de participation dans ces circonscriptions de l'étranger. Oui, alors c'est classique, vous avez raison, mais quand même. Pour des expatriés qui, par ailleurs, ont voté 85% Emmanuel Macron au second tour il y a 1 mois et demi. Non, je pense que globalement, ce serait imprudent d'extrapoler à partir des seuls résultats des Français de l'étranger. D'abord parce qu'ils sont peu nombreux à voter traditionnellement, et deuxièmement, globalement, on sait que les Français de l'étranger, c'est un électorat qui est très largement favorable à Emmanuel Macron. 86% avaient voté pour le président à l'élection présidentielle. Néanmoins, on peut comparer 2017-2022 et on voit, c'est vrai, on lit quand même que c'est favorable à la NUPES. C'est assez surprenant. On ne pouvait pas imaginer qu'il soit au second tour dans autant de circonscriptions, même si, à mon avis, le camp macroniste est en mesure de l'emporter, de garder à peu près tous ses députés français de l'étranger. Mais ça donne une petite indication d'une forme de mobilisation pour la NUPES qui est quand même assez inespérée quand on se souvient qu'ici même on commentait la faiblesse incroyable de la gauche avant le premier tour de l'élection présidentielle. Donc il s'est quand même passé quelque chose. Frédéric a raison. C'est vrai ça, Bruno, il y a une vraie question qui se pose. On lit partout depuis au moins 5 ans, ça y est, la France est durablement passée à droite. Les Français ont des opinions majoritairement de droite et on voit que la droite n'existe pas. Voilà, c'est ça la surprise. C'est absolument... Comment ça s'explique ? Parce que je crois que d'abord il y a un rassemblement qui s'est fait et qui est réussi autour de la gauche mélenchoniste. Ça, il faut l'acter. Beaucoup disaient mais ça marchera jamais. Si, ça marche pour l'instant. La scène politique s'organise exactement telle que le souhaitait Emmanuel Macron avant ces 2 tours de législatives, c'est-à-dire une sorte de match entre lui et Jean-Luc Mélenchon quand la présidentielle s'était organisée autour de lui et la droite ou l'extrême droite. C'est un changement d'adversaire alors que les autres, on voit bien Marine Le Pen, elle rame pour essayer d'exister un peu. Alors peut-être qu'elle fera un bon score, on verra. Quant aux Républicains, ils font, les candidats sortants font campagne chacun dans leur coin, mais pas avec une présence nationale audible. Mais Frédéric, alors est-ce que on peut dire que cette configuration du premier tour des législatives, il y a plus qu'une dynamique pour la gauche qui explique qu'aujourd'hui c'est elle qui a le vent en poupe, ou est-ce que vraiment il y a une sorte de retournement de l'opinion profonde des Français selon vous ? Alors, quand même, elle a le vent en poupe, mais toutes les projections, celles de l'IFOP fiducial, donnent quand même une majorité absolue ou
un risque que l'on donne d'une majorité relative, comme la gauche en 88, pour la majorité présidentielle. Non, ce qui frappe, c'est que le scénario qui s'est produit en 2002, en 2007, en 2012 et surtout en 2017, un président élu ou réélu, un effet de souffle qui fait que son camp se remobilise pour confirmer son vote aux élections législatives et le camp les électeurs des candidats battus se démobilisent. Ce différentiel de mobilisation semble avoir du plomb dans l'aile. Le scénario des élections législatives qui confirme la présidentielle va peut-être se passer de la même manière que les choses se passaient précédemment. Tout simplement, il faut peut-être revenir, Dimitri, à cette élection présidentielle étrange, sans campagne, qui n'a rien purgé, où le pays qui se met en ordre de bataille, ça n'a pas existé. C'est la première fois après une élection présidentielle que notre indicateur traditionnel d'optimisme pour l'avenir chute lourdement. Traditionnellement, l'optimisme remonte après une présidentielle. Il y a aussi la responsabilité d'Emmanuel Macron qui a tellement temporisé, qu'il a chloroformé peut-être la campagne et il a empêché pour l'instant cet effet de souffle, cette mobilisation de son camp. Il essaye de corriger avec sa prise de parole de la semaine dernière et sans doute plusieurs prises de parole, mais c'est vrai, quand même, l'effet de souffle présidentiel va jouer, peut-être plus au second tour qu'au premier tour, mais c'est vrai que là où il y a moins le vent en poupe qu'un récit, un objectif, une occupation, voire une saturation du terrain médiatique, c'est avec la NUPES et Jean-Luc Mélenchon qui a, de manière assez extraordinaire, transformé sa 3e défaite électorale en peut-être une revanche, un 3e tour pour lui. Alors d'ailleurs, ce qui remonte un petit peu du terrain, là, ce que racontent les candidats de la majorité, c'est que sur les marchés, on leur parle pas tant que ça finalement de l'affaire Abad. En revanche, l'histoire du Stade de France, ça a laissé des séquelles parce que on sent qu'il y a une forte demande d'ordre public et une impression de laxisme gouvernemental qui se dégage de cette affaire de la gestion sécuritaire de la finale de la Ligue des Champions. Et alors à propos de sécurité, on a cette polémique lancée par Jean-Luc Mélenchon après cette affaire de tir mortel de policiers dans le 18e arrondissement après un refus d'obtempérer. Jean-Luc Mélenchon qui, à 6 jours du premier tour, dit voilà, la police tue, le syndicat Alliance est une secte factieuse. Tactiquement, est-ce que c'est bien vu, vous pensez, Bruno Jeudi, de taper comme ça sur la police de manière systématique de la part du leader des Insoumis? Alors sur le fond, entendons-nous bien, moi je pense que le tweet de Jean-Luc Mélenchon hier a quelque chose de scandaleux sur le fond. Sur la forme, c'est de la politique. Jean-Luc Mélenchon essaie davantage encore réduire le match à un face-à-face entre Emmanuel Macron et lui-même. Il clive au maximum, il provoque, il essaie de créer de la controverse politique avec cette affaire. Depuis le début du mandat, Jean-Luc Mélenchon, de toute façon, a fait commerce depuis la perquisition. a fait commerce de taper sur la police et les violences policières, comme on dit dans sa formation politique. Mais quand vous voyez son stratège Manuel Bompard corriger d'une certaine manière en disant non mais la France Insoumise, la NUPES n'est pas une formation politique anti-flic. Il y a presque un désaveu du message envoyé par Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est vrai que son entourage était plutôt gêné, mais Jean-Luc Mélenchon tire fort. Moi, j'y vois aussi un petit peu de mise en scène politique. Il faut essayer de réveiller cette campagne qui n'existe pas. Il faut aussi mobiliser un électorat de Jean-Luc Mélenchon qui n'est pas forcément le plus facile à mobiliser, notamment les jeunes, ceux qui avaient voté massivement pour lui au premier tour. Et on voit bien ce qu'il essaie de faire. La police tue. Il remet le thème des violences policières sur la table, pensant que ça lui sera favorable. Peut-être, on le verra. Et pour Emmanuel Macron, ça fige cette scène politique et lui va peut-être pouvoir effacer la mauvaise semaine liée aux violences du Stade de France et les images catastrophiques. Emmanuel Macron peut essayer de faire un peu de judo avec cette affaire et prendre la défense des policiers. Mais tactiquement, alors ce serait quoi l'intérêt pour Jean-Luc Mélenchon? Parce que vous disiez, ils n'ont pas beaucoup de réserve de voix. Un mot, mobilisation. Voilà. Les élections législatives, depuis qu'elles ont perdu leur autonomie, la dernière élection législative autonome, c'est 1997, ça remonte à extrêmement loin. Depuis qu'elles ont perdu leur autonomie, c'est une affaire de mobilisation de son camp. Traditionnellement, c'est facile pour le camp présidentiel, ça l'est peut-être un petit peu moins. Et c'est vrai, comme le dit Bruno par rapport aux jeunes, quand l'IFOP travaille sur la réalité perçue ou pas du terme violence policière, il y a eu très longtemps des débats sur ce thème. Il y a des catégories,
les jeunes, les catégories populaires, l'électorat des banlieues qui croient à la réalité des violences policières. Donc du côté de Jean-Luc Mélenchon, c'est clairement, même s'il est peut-être un peu désavoué par son directeur de campagne Manuel Bompard, c'est mobiliser un électorat qui peut faiblement voter aux élections législatives. Mais à côté de cette mobilisation, il y a la question de la crédibilité. D'une part, peu de réserve de voix. D'autre part, vous vous rappelez d'une campagne du PS en 1986, au secours, la droite revient. Sans doute, c'est un peu le levier qu'on entend du côté de la République en marche. Au secours, une gauche radicale, extrémiste, islamo-gauchiste, vous connaissez toutes ces antiennes, qui est dénoncée. Et c'est vrai que ce type de propos de Jean-Luc Mélenchon, il veut présenter aujourd'hui un programme économique pour montrer sa crédibilisation, ne le crédibilise pas. Et dans la perspective d'un second tour où, c'est vrai, les duels En Marche ou Ensemble, majorité présidentielle versus NUPES, ces duels seront sans doute la configuration la plus fréquente. Il n'y aura quasiment aucune triangulaire compte tenu de l'abstention qui va être si forte. Ça a bien été expliqué sur votre antenne il y a quelques jours par Jérôme Jaffray. Oui, puisque Manuel Bompard dit on sera au second tour dans 500 c'est pas impossible, ça me paraît beaucoup, mais entre 400 et 500, c'est tout à fait probable. Quand on regarde la projection présidentielle sur les législatives, la petite dynamique NUPES, mais c'est vrai que dans les duels de second tour, le manque de réserve de voix et le fait qu'un électorat de droite, voire de droite extrême, va utiliser peut-être le bulletin des candidats Ensemble, En Marche pour éviter cette gauche radicale à tout prix, est un scénario que je pense crédible, mais c'est intéressant de voir à quel point le parti présidentiel en est réduit à une stratégie défensive, alors que traditionnellement, un parti qui a gagné l'élection présidentielle, voire défensive, un peu silencieux, c'est vrai, silencieux, c'est l'idée aussi de rien faire, rien dire, pour mobiliser, c'est compliqué. Pour ne pas justement, j'allais dire, ne pas faire de vagues, et puis surtout mettre trop en avant l'adversaire. Emmanuel Macron et les stratèges macronistes se disent, nous on a un électorat qui se mobilise, les seniors et les CSP+, davantage que les électorats de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon. Alors, dans son interview à la presse quotidienne régionale, Emmanuel Macron, il y a quelques jours, justement, on lui pose la question de l'éventualité d'une cohabitation, et alors il a cette réponse, je la donne pour ceux qui ne l'auraient pas vue: il est rare de gagner une élection à laquelle on ne se présente pas. Donc quand il dit ça, Emmanuel Macron répond à Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas candidat à ces législatives: est-ce qu'on peut prétendre être Premier ministre quand soi-même on ne s'est pas confronté au baptême du feu du suffrage universel? Et derrière il dit, Emmanuel Macron, le président choisit la personne qu'il nomme Premier ministre en regardant le Parlement. Aucun parti politique ne peut imposer un nom au président. Alors, la question se pose. C'est exactement... Le chef naturel de la NUPES, c'est Jean-Luc Mélenchon, peut-il en être autrement? Mais c'est la lecture de la Constitution, le président, article 8, choisit politiquement. Oui, mais c'est François Mitterrand qui disait on ne pose pas de conditions au président en 1986. Il n'aurait pas le choix sans doute dans cette situation. Mais aujourd'hui, il veut garder politiquement la main et dire on ne m'imposera pas le nom de Jean-Luc Mélenchon. Et il va même jusqu'à un peu le titiller, voire un peu le provoquer en lui disant mais tu n'as même pas été capable de te présenter à Marseille. Voilà. Mais c'est d'ailleurs pourquoi Jean-Luc Mélenchon n'y est pas allé à ces législatives. Parce qu'a priori, dans sa circonscription marseillaise, il avait toutes les chances. Elle est bien sûr gagnée. D'ailleurs, il l'a transmise, si je puis dire, un peu comme un fief à Manuel Bompard. Non, mais il n'y est pas allé parce qu'il y a une certaine usure. Il l'a dit. C'est vrai que la greffe avec la gauche marseillaise, c'est pas extrêmement bien passé. Il n'a pas été très présent dans sa circonscription. On peut très bien être Premier ministre sans être élu député. Il y a énormément d'exemples. Elisabeth Borne, par exemple. Oui, Elisabeth Borne, on peut remonter à Raymond Barre, etc. Maintenant, ce qui est quand même notable, bien sûr, le président est libre de son choix, mais quand on regarde les précédents, en 86, François Mitterrand, on lui dit peut-être de nommer Chaban-Delmas. Giscard, il nomme le chef de la majorité, idem Jacques Chirac, à sa place, nomme Lionel Jospin, qui était à la tête de la gauche plurielle. À suivre. Merci à tous les deux. Bruno Jeudi, Frédéric Dabi, directeur général opinion à l'IFOP. Merci à tous les deux. Merci. Bonne journée.